Le procès de Roten sans flamme. Une bonne claque pour démarrer sa campagne de Ligue des Champions. Monaco a sombré en Belgique hier soir sur la pelouse du Club Bruges. Défaite 4-1. Il y avait déjà 3-0 à la pause. Monaco était privé de Radecki, Golovin, Salissou, mais surtout Zakaria au milieu de terrain. Alors Adi Hütter a fait des choix. Il a aligné une équipe très ambitieuse. 4 joueurs offensifs au coup d'envoi, 2 attaquants offensivement. Et on précise que la suite du calendrier fait peur pour Monaco. Les 2 prochains matchs de Ligue des Champions, réception de Manchester City et réception de Tottenham. Ce soir, on ouvre le procès d'Adi Hütter, responsable du naufrage monégasque hier soir. Le procureur, c'est Monsieur Dugarry. Bonsoir. Bonsoir. Adi Hütter a 2 avocats ce soir. Maître Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Benoît Costil, bonsoir. Bonsoir. Et c'est Yaya, supporter monégasque, qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Yaya. Salut, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On espère que tu vas bien et que tu vas être objectif, Yaya. Faut bien écouter les arguments du procès. Pour être objectif, je le serai, il n'y a pas de souci. Bon, on compte sur toi. Alors, monsieur le procureur, pour vous, le responsable numéro 1, c'est donc Adi Hütter, après la déroute d'hier soir à Bruges, défaite 4-1 des Monégasques. Oui, quand je vois un tel marasme, un tel échec de l'équipe, je pense que l'entraîneur n'a pas su trouver les mots et surtout à sous-estimer son adversaire. Je crois qu'il faut qu'on arrête de penser que la Ligue 1 est bien meilleure que ce championnat belge. Il y a beaucoup d'équipes de ce championnat belge qui font beaucoup de mal à chaque fois qu'on joue en Coupe d'Europe. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir joué contre plein d'équipes Bruges et à chaque fois qu'on allait là-bas, on se faisait prendre en intensité, on se faisait prendre en agressivité, on se faisait prendre avec des joueurs qui avaient beaucoup de qualité. Et je pense que l'entraîneur a une nouvelle fois voulu mettre une équipe offensive, comme il fait depuis le début de la saison. Alors, il y avait certes des absents, mais je pense qu'il a mal appréhendé ce match. Il a un petit peu sous-estimé cette équipe de Bruges. Il n'a pas su bien expliquer à ses joueurs ce qu'ils allaient vivre, sur qui ils allaient tomber. Et je pense qu'il y a eu un problème de préparation dans le match. Alors après, bien évidemment que les torts sont toujours partagés. C'est jamais la faute que de l'un ou que de l'autre. C'est pour ça que je pense que la plaidoirie de mes copains va être aussi excellente. Mais moi, je pense qu'il y a eu une espèce d'arrogance de la part de l'entraîneur dans sa préparation de match. Peut-être qu'il aurait dû, sur un premier match de Ligue des Champions, arriver avec un petit peu plus de modestie, avec peut-être un joueur supplémentaire au milieu de terrain. Je le vois au milieu de terrain, il nous a mis un gamin de 21 ans, une équipe ultra offensive. En sentinelle, un gamin, oui, quand même pas 21 ans, je crois qu'il a une vingtaine d'années. Ouais. Donc, voilà, 19 ans. Voilà, on joue en Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'il s'est trompé dans sa composition d'équipe. Je pense qu'il s'est trompé dans l'approche du match. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je pense que l'entraîneur a une énorme responsabilité dans cette grosse défaite en Belgique. Maître Roten, vous n'accusez pas forcément l'entraîneur, vous? Écoute, je ne suis pas en désaccord total avec Dugas. Bien sûr que l'entraîneur a sa part de responsabilité, mais moi j'imagine aussi, et là je te rejoins Dugas sur le contexte en Belgique. On a tous joué des matchs en Belgique. C'est vrai qu'on a en France, on se sent supérieur aux Belges, tu vois. Mais en Coupe d'Europe, très souvent là-bas, on prend des claques. Des claques parce qu'on se fait surprendre. Je serais curieux d'avoir les stats. J'ai essayé de les chercher pour la plaidoirie. Là, je ne les ai pas trouvés. Mais les stats à l'extérieur des clubs français, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Non, mais c'est vrai que ça soit Anderlecht à l'époque, que ça soit Bruges, que ça soit la Gantoise. Bruges, 8e de finale l'an passé, on le rappelle. Hein. Ouais, non, mais là, l'Union Saint-Gilloise, ça tombe bien. Il va y avoir plusieurs matchs contre des clubs français. Donc, on verra si au moins. Marseille et Monaco vont y aller. Les clubs français réalisent ont dans la tête, en effet, que ça va être difficile, mais moi c'est plus là-dessus en fait. Ce que j'en veux aux joueurs, c'est que quand tu perds tous les duels d'entrée, que c'est tombé du ciel ce penalty sur une erreur d'appréciation de Mignolet en début de match, que Akliouche rate le penalty, il y a des façons de tirer, ok, il rate son geste, il n'y a pas de souci, mais que derrière tu ne te dises pas on a été récompensé, c'est tombé du ciel ce penalty, mais on se fait bouffer. Parce que les premières actions avant ce penalty, bien sûr qu'elles étaient pour Bruges, et derrière, ça a été à sens unique. Et que tu perds tous les duels, que tu es déséquilibré, que, en effet, tu es un jeune joueur. Et il y en a des jeunes joueurs sur la pelouse. On parle de Mawissa, on parle de Bamba qui remplaçait Zakaria, on parle de... Lamine Camara est un jeune joueur aussi. Lamine Camara est un jeune joueur aussi. On peut parler de Van der Son, on peut parler d'Akliouche aussi qui est un jeune joueur, parce que pas si jeune que ça, mais à ce niveau-là, ça manque aussi d'expérience. Balogun devant, moi je suis désolé, mais quand tu as autant de défaillances, déjà le don de soi, les efforts, ça doit être supérieur
d'un match simple de Ligue 1 et que tu arrives avec cet état d'esprit-là et ce constat qui est terrible où tu te dis, les mecs, en fait, ils ont voulu gérer, ils ont voulu ceci, cela parce qu'ils se sentent supérieurs. Moi, je tombe sur les joueurs. Parce qu'à Monaco, le problème, et je connais le contexte, tu as tendance à t'endormir. Bien sûr que les louanges, c'est très facile quand tu es bon, quand tu gagnes des matchs, même à l'arrache, que tu gagnes et que tu es bien placé au classement, que tu as des ambitions logiques en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, c'est-à-dire d'atteindre soit les 8e de finale, soit les 16e comme l'année dernière. Écoute, au bout d'un moment, avoir des ambitions, de se sentir fort parce que l'effectif peut être impressionnant par moment, d'avoir Paul Pogba qui va revenir, un champion du monde avec l'état de forme où il est, mais quand même tu te dis que l'équipe elle va être meilleure. Mais n'empêche que ça suffit pas. Il faut mettre d'autres ingrédients pour des matchs de Coupe d'Europe. Et moi, j'en veux aux joueurs parce que c'est pas la première fois, les piqûres de rappel. Il y en a eu beaucoup l'année dernière. Rappelle-toi l'élimination contre Benfica, le match aller, match retour, où franchement, j'ai l'impression qu'ils jouaient un match de Coupe de France. L'aller et le retour, alors même si l'arbitre n'avait pas aidé, mais peu importe, qu'il y a eu des matchs avant et les saisons d'avant en Coupe d'Europe, ça n'a jamais été à la hauteur des espoirs monégasques, et surtout Monaco en Coupe d'Europe a toujours marqué les esprits, quelles que soient les générations. Quelles que soient les générations, je ne dis pas ça parce que nous on a été jusqu'au bout, mais avant c'était la même chose, après ça a été la même chose. Là, ils ne peuvent pas rendre cette copie-là. Même l'entraîneur, j'ai l'impression qu'il est au bout d'un discours, moi, tu vois. Même l'année dernière, c'est possible. 7 matchs nuls. J'ai l'impression que tu vois le discours, il passe de moins en moins. Alors on lui change beaucoup de joueurs, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu un plafond de verre, quoi. Ce qui est bien, c'est que là, on a visé l'entraîneur, les joueurs, et toi, Benoît, tu as encore un autre coupable à désigner. Oui, je me pose la question sur le board. Benoît, rapproche-toi du micro. Pardon, excusez-moi. Je me pose la question aussi sur le board et la constitution de l'effectif. Et je trouve que cet effectif, il est déséquilibré à certains endroits. Quand je vois au milieu de terrain que vous jouez avec, vous avez 4 milieux de terrain récupérateurs, et dans les 4, je compte Paul Pogba, où il y a quand même quelques incertitudes sur son retour et comment il va revenir. Vous jouez avec Bamba et Camara qui ont 19 et 21 ans, et vous avez Zakaria qui est certainement le meilleur joueur de Monaco, mais qui est absent. Vous recrutez Ansu Fati qui a cumulé, je pense, une trentaine de matchs sur les 3 dernières saisons. Là aussi, vous jetez un petit peu la pièce, malgré tout le talent qu'il a montré à ses débuts à Barcelone. Mais il y a un petit moment de tout ça. Dans les buts, j'ai le sentiment qu'on se cherche un petit peu aussi à Monaco depuis quelques temps. Depuis, j'ai envie de dire, de remonter à l'ère Daniel Subasic. Mais depuis, on se pose pas mal de questions quand même sur les gardiens. Ça arrive, ça repart, on fait une alternance. On se cherche un petit peu quand même. Et quand je regarde la bascule des transferts, vous achetez pour 13 millions d'euros, vous vendez pour 105 millions d'euros. Ça veut dire beaucoup. Je n'ai pas le sentiment que Monaco, sur une saison où ils vont jouer la Ligue des Champions, où Monaco peut aller batailler sur la seconde place avec Marseille, se soit renforcé. Et pour moi, ils se sont amoindris. Donc effectivement, on n'occulte pas les joueurs. On est sur le terrain et on ne peut pas les occulter. On ne peut pas occulter l'entraîneur. Mais je me pose la question aussi sur la direction ou sur la stratégie, la philosophie. On sait qu'à Monaco, la direction, Benoît, elle est très simple. Je vais te répondre juste à ça. C'est que le propriétaire russe, il veut vendre dans tous les cas. Voilà. Il veut vendre et d'où leur stratégie avec la post-formation. Tu vois, Jérôme, ils recrutent beaucoup de joueurs à 2-3 millions d'euros sur des joueurs qui sont nés en 2006, etc. Donc ça va demander du temps. Mais dans l'immédiat, mais dans l'immédiat, Monaco doit être compétitif et aujourd'hui, c'est amoindri. C'est un procès assez simple. Yaya, il suffit de désigner ton responsable et tu donneras la victoire soit aux 2 avocats, soit au procureur. Qui est responsable du naufrage monégasque hier alors ? En fait, pour moi, c'est une erreur à tous les étages. Il y a Benoît qui parle du mercato, parce qu'en sachant que tu savais très bien que tu étais affaibli au milieu et que tu as décidé de prendre Pogba, suivre le processus et tout ce qui va avec, en sachant qu'il y a une grosse possibilité qu'il ne soit pas là, parce que sa carrière peut être éteinte. Mais tu te dis non, tu vas pas remplacer Magassa que tu vas pas remplacer Magassa que tu as vendu, que tu as attendu un moment pour le vendre. Ensuite, sur la rencontre d'hier, c'est aussi de la faute des joueurs et aussi de l'entraîneur. Les joueurs, parce que dans l'attitude, il faut un vainqueur, Yaya. Bien sûr, mais pour moi, c'est plus de la faute à Uther parce que bravo, Uther, Dugas, t'as été brillant. Parce que Uther, le problème, c'est que
le discours ne passe plus depuis un moment, depuis la saison passée. Et ce qui le sauvait, c'était les résultats. Mais sinon, dans le contenu, c'est triste. Après là où je suis contre toi et je finis juste là-dessus, j'ai passé une partie de mes vacances à Monaco, je les ai suivis sur la préparation, je suis allé voir pas mal de séances d'entraînement. C'est bon, arrête de gratter. Et du gars, je peux te dire, comme Yaya, ton temps de parole est terminé, je pense que Adi Hutter est encore écouté. Voilà, il est encore écouté et que son discours il passe. Après, moi, tout ça pour nous balancer tes vacances à la tête. Non, mais j'aime tout ça pour nous dire que tu étais sur un yacht à Monaco. C'est bon, c'est vrai. Tu nous rends jaloux. Sur un yacht, sur mon yacht, oui. Merci.